Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Once Upon a Time est l'une de mes séries préférées, j'ai déjà dû m'en faire au minimum 4 visionnages et avec Johan, on a cette habitude depuis des années de se regarder une série chaque soir en mangeant. Depuis quelques semaines, il a accepté que l'on se replonge dans les contes de fées revisités de Storybrooke. De son côté, il n'avait jamais dépassé le milieu de la saison 3 et ne sait donc pas comment se termine cette série. Aujourd'hui, on se concentre sur la toute première saison, il faut noter que la série en comporte 7 quand même, et je reviendrai saison après saison sur toutes ces intrigues. Mais tout d'abord, le synopsis. Au pays des contes, la méchante reine fait irruption au mariage de Blanche-Neige et du prince charmant, et annonce qu'elle lancera une malédiction sur leur monde qui privera chacun de sa fin heureuse. Inquiets, les jeunes mariés craignent pour leur enfant à venir, ils décident donc de consulter Rumpelstiltskin, le ténébreux. Ce dernier les informe que leur enfant qu'ils attendent viendra les sauver lors de son 28e anniversaire. Leur fille, prénommée Emma, naît et la malédiction se rapproche. Le prince réussit à envoyer sa fille dans un endroit sûr grâce à un arbre magique construit par Geppetto, tandis que tous sont envoyés dans un monde sans magie, le monde moderne, notre monde, sans souvenir de leurs anciennes vies. 28 ans plus tard, à Boston, Emma Swan reçoit la visite de son fils biologique, Henry Mills, le soir donc de son 28e anniversaire. Alors qu'elle l'avait abandonné à la naissance, le jeune garçon lui demande de la suivre dans une petite ville nommée Storybrooke. Dès lors, il prétend que la ville abrite tous les personnages de contes de fées que nous connaissons, amnésiques à la suite de la malédiction de la méchante reine. Malgré elle, Emma entame ensuite une rivalité contre la mère adoptive de Henry, Regina Mills, par ailleurs mère de la ville. Elle rencontre également Marie-Margaret Blanchard, David Nolan, Monsieur Gold et bien d'autres résidents de Storybrooke. Tous, elle l'ignore, sont en réalité donc les versions alternatives de tous ces personnages de contes de fées. Ça, c'est le synopsis, et si l'on va un peu plus loin, Once Upon a Time est une série créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz. Ces deux-là reviennent d'une très bonne école vu qu'ils ont officié sur la série Lost, qui est sans nul doute ma série préférée absolue de tous les temps. Et si vous connaissez Lost, vous remarquerez très vite qu'il y a de nombreuses similitudes entre les deux séries. Et cela ira bien plus loin que le casting, ils seront tout de même plus d'une quinzaine à avoir joué dans les deux séries, à commencer par Lana Parrilla alias Regina, ou même Emily Dolavin qui interprète ici Belle. Cela se verra également dans l'apparition d'un vol Oceanic Airlines, du groupe de Jeromino Jackson, la compagnie Aegera Airlines, les fast foods de Monsieur Cotecott ou bien encore les barres de chocolat de la marque Apollo. Tout ça, ce sont des éléments à la base créés pour la série Lost. Mais aussi sur les clins d'œil et la fameuse série de chiffres maudites, 4, 8, 15, 16, 23, 42 et bien d'autres références encore. Au-delà, la construction de la série va indéniablement vous faire penser à Lost. Ces dernières se démarquaient par une découpe des épisodes en deux temps. Le présent, avec ce que vivaient les rescapés de l'île, mais aussi des flashbacks, chaque épisode étant centré sur un personnage et nous permettant d'en apprendre davantage sur son passé, ce qui pouvait mettre en exergue ce qui lui arrivait notamment dans le présent. Once Upon a Time suit le même chemin, chaque épisode sera centré sur l'un des très nombreux personnages des contes de fées, nous faisant redécouvrir son histoire par les flashbacks, se déroulant donc dans le royaume des contes de fées, mais l'on pourra aussi suivre son histoire actuelle dans la ville de Storybrooke avec sa personnalité dite maudite qui ne se souvient donc pas de son passé. Et c'est évidemment l'une des forces de la série. On apprécie mettre en place les pièces du puzzle car chaque flashback provenant du royaume va nous permettre de reconstituer l'histoire principale dont les personnages centraux sont évidemment Blanche-Neige, le prince charmant et la méchante reine. Car si chez Disney, chaque histoire est individuelle dans son propre film, ici on suit le principe des comics assez sombres de chez Fable. Toutes les histoires sont mélangées les unes aux autres et permettent ainsi des liens, des relations atypiques. C'est comme ça qu'on se retrouve avec donc Blanche-Neige, Pinocchio, La Belle et la Bête et bien d'autres dans la même série. Pour nous arrêter à cette première saison, on découvre par exemple que Rumpelstiltskin, alias le Ténébreux, est un méchant ayant son importance dans pas mal d'histoires. Il prendra la place de la marraine La Bonne Fée de Cendrillon, entre autres, donnera des cours de magie à Regina, et surtout n'est autre que la bête du célèbre conte de La Belle et la Bête. On peut aller plus loin avec la relation d'amitié entre Blanche-Neige et le Chaperon Rouge. Les deux jeunes femmes sont liées par un lien d'amitié très important, tandis que Regina n'a que pour seule amie la célèbre Maléfique tout droit sortie de La Belle au Bois dormant. Le tout ira encore plus loin, même à Storybrooke, lorsque Auguste, l'étranger mystérieux, se révèle être Pinocchio et qu'on découvre qu'il a lui aussi traversé l'armoire magique en même temps qu'Emma, alors bébé, et qu'il aurait dû être donc son protecteur. Malheureusement, sa nature humaine a pris le dessus, il n'a pas su être honnête, altruiste et courageux, comme la Fée Bleue le lui avait demandé lorsqu'il était enfant.
Je pourrais donner d'autres exemples, mais c'est sans nul doute la force de la série et de cette première saison. Cela ira de plus en plus loin saison après saison, on y reviendra, créant aussi donc des liens de parenté parfois improbables et dignes des feux de l'amour, mais là non plus on n'y est pas encore. Du côté des personnages, les femmes tirent leurs épingles du jeu. Si Emma est l'héroïne centrale, on ne la suit qu'à Storybrooke. Elle est un personnage intéressant et attachant, une jeune femme qui essaye de trouver sa place dans cette petite ville et qui va se retrouver shérif malgré elle, après la mort notamment du premier shérif, le très beau Graham. Il m'a beaucoup manqué. Et qui va surtout donc devoir apprendre ce que c'est que d'être une mère en apprenant à connaître son fils biologique Henry. Personnage ô combien agaçant sur lequel je ne vais pas m'épancher des masses. Elle va faire face donc à Regina qui est jouissivement drôle. Regina, donc la mère de Storybrooke, est aussi la méchante reine du royaume, celle qui a jeté la malédiction sur tout le royaume afin de se venger de Blanche-Neige. Elle est sans doute le personnage qui gagne le plus en épaisseur entre sa version animée et sa version sérialisée, et pour cause, on lui offre une réelle intrigue, une histoire à la fois touchante et tragique, une sublime interprétation de la part de Lana Parrilla. La reine n'a pas toujours été méchante, non, elle fut même amoureuse. On comprend assez bien dans un épisode que sa mère a joué une grande influence sur son devenir, et il est triste de voir à quel point la vengeance a pu la ronger toutes ces décennies durant. A la différence de son homologue Disney, Regina ne souhaite pas être la plus belle du royaume, différence tout de même assez notable. Il sera aussi plaisant de la voir revêtir le déguisement d'une vieille dame le temps d'un épisode, même si ce n'est pas ce qu'elle utilisera pour forcer Blanche à croquer dans la fameuse pomme. Autre différence, donc Regina ne va pas mourir, bien au contraire, elle survit et ira jusqu'à lancer le sort noir sur tout le royaume. Jennifer Goodwin dispose également d'un rôle très intéressant en interprétant Blanche-Neige d'un côté, mais une personne toute différente sous la malédiction, Marie-Margaret. Loin de l'héroïne que Disney nous a présentée dans son premier long métrage animé en 1937, la Blanche-Neige que l'on découvre est ici beaucoup plus forte, plus courageuse, plus débrouillarde et plus téméraire que la princesse Disney de l'époque. Elle emprunte pour beaucoup aux héroïnes Disney de ces dernières années. Le conte est respecté à la lettre, mais on lui offre donc une histoire d'amour beaucoup plus consistante, avec un prince qu'elle va apprendre à connaître en tombant amoureuse de lui. Guerrière, bonne combattante, elle n'est pas qu'une simple princesse qui chante des chansons, elle peut cependant communiquer avec les animaux, comme savait le faire sa version dessin animé. Le personnage est également beaucoup moins lisse dans sa version conte de fées, ayant elle aussi des failles, même si l'on regrettera que la haine que lui voue la reine ne repose que sur un simple secret divulgué étant enfant, même si en effet les conséquences seront tragiques pour Regina, ça je le reconnais. En version Marie-Margaret, le plus intéressant n'est pas dans l'histoire d'amour entre elle et David, qui devient vite très agaçant, mais bien dans sa relation qu'elle va nouer avec Emma sans savoir qu'elle est en réalité sa propre mère. Mon coup de cœur de mon côté, c'est Ruby alias le petit chaperon rouge, Scarlett. La relecture du petit chaperon rouge est assez intéressante à observer, étant donné que dans la série, l'histoire est intimement liée à celle de Blanche-Neige. Scarlett va en effet devenir la meilleure amie de Blanche. Doit-on y voir un clin d'œil au conte Rose Rouge et Blanche-Neige? Il y a fort à parier que oui. Comme dans l'histoire que l'on connaît tous, un grand méchant loup attaque un village dans lequel vivent le chaperon rouge et sa grand-mère, sauf qu'ici la relecture voudra que Rouge n'est autre que le fameux loup. En effet, elle tient de la génétique la malédiction d'être un loup-garou. C'est son fameux capuchon rouge qui l'empêche de se transformer les soirs de pleine lune, ce qu'évidemment sa grand-mère ne lui a pas expliqué, et c'est ainsi que Rouge tuera, sans le vouloir, son petit ami Peter, alors même qu'elle et Blanche pensaient qu'il pouvait être le loup. Suite à cela, Rouge et Blanche vont s'enfuir ensemble, devenant encore plus liés, et devenant ainsi un personnage important de l'intrigue. Charmant a une histoire intéressante, il n'est en réalité pas un réel prince mais le frère jumeau du véritable prince. Oui, quand je vous disais qu'on était en plein soap opéra, je ne vous mentais pas. Mais son interprétation trop parfaite et trop lisse n'égalera jamais la partition offerte à Rumpelstiltskin, le méchant qui apparaît dans toutes les histoires et qui se montrera être le véritable maître du jeu, le plus intelligent et celui donc qui dirige tout. Dans cette première saison seront introduits pas moins de 10 contes de fées, quasiment tous adaptés chez Disney. Si Blanche-Neige et les 7 nains est le plus évident, les nains d'ailleurs qui à la base n'étaient pas 7 mais 8 dans cette série, on pourra noter également que le nain le plus mis en avant n'est autre que Grincheux, célèbre aussi du côté de chez Disney. Il y a évidemment notre conte Pinocchio dont les personnages de Geppetto, la Fée Bleue et Pinocchio lui-même auront l'importance, et également donc celui du Chaperon Rouge. On rencontre aussi Cendrillon dans 2 épisodes, personnage beaucoup trop sous-exploité, tant j'ai beaucoup apprécié cette version ici. Du côté de la Belle au bois dormant, on emprunte pour l'instant seulement la méchante iconique Maléfique, au travers de 2 épisodes. Hansel et Gretel seront mis en avant durant un épisode, tout comme Jefferson, le chapelier fou tout droit sorti d'Alice au pays des merveilles. Grosse surprise, le génie d'Agraba, et donc tout droit sorti d'Aladin, finira par devenir le miroir magique de Regina.
Jolie trouvaille, et enfin on peut également évoquer le conte de Midas, dont Disney n'avait fait aucune adaptation pour le coup, qui empruntera principalement Abigail, la fille du roi Midas, celui qui transformait tout en or, en la liant de près au prince charmant. Depuis tout à l'heure, j'encense pas mal la série parce que je suis vraiment très client. Quand c'est sorti, je la regardais en diffusion américaine à raison d'un épisode par semaine, et c'est clairement pour moi la digne héritière de Lost qui me permettait en plus d'allier ma passion pour les Disney et les contes de fées. Cependant, malgré que cela soit diffusé sur ABC, on pouvait se demander parfois où allait le budget tant il y a de gros soucis sur les fonds verts, notamment pour les flashbacks dans les royaumes, et des soucis tout simplement sur les effets spéciaux. C'est sans doute le plus grand reproche que l'on peut faire à la série, c'est une chose qui aura, je pense, freiné de potentiels spectateurs. La série peut être en tout cas actuellement revisionnée sur Disney+ ou Prime Video, alors ne vous en privez pas pour la voir ou la revoir ou la découvrir, que sais-je, foncez. De mon côté, je vous retrouverai lors d'une prochaine vidéo pour évoquer et parler de la deuxième saison. De votre côté, quels sont vos personnages ou épisodes préférés dans cette saison-ci? Ceux que vous avez le moins aimés, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et je vous dis à très bientôt.